Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur le photovoltaïque. Donc vous êtes bien connectés, vos caméras et micros sont coupés. Vous pouvez nous voir, nous ne vous voyons pas. Donc cette réunion va être animée par Johan Roy qui va se présenter juste après. Et donc moi je suis Thierry Léger de la Chambre de métier de l'artisanat, accompagné aussi de Sophie Manartaski, ma collègue dans le territoire du Doubs et de la Haute-Saône. Et donc, on va juste commencer ce webinaire. Donc, je vais demander à Johan de passer la première diapo. Voilà. Donc, on utilise l'outil Zoom pour animer le webinaire. Vous avez la possibilité d'échanger avec nous. Sophie et moi, on va recevoir votre chat ou les questions que vous pourrez nous poser. Alors, je vous invite plutôt à utiliser l'espace questions, ce qui fait que vos questions sont enregistrées et après, s'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas répondre, on pourra vous recontacter ultérieurement. Voilà. Donc ensuite, je vais présenter l'équipe très rapidement développement durable de la Chambre de métier et de l'artisanat de région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on doit avoir une carte qui va s'afficher. Hop, voilà. Donc il y a un référent développement durable dans chaque département où on est en train de couvrir l'ensemble du département de Lyon, de Bourgogne-Franche-Comté, pardon. Donc Sophie est sur le territoire du Doubs et de la Haute-Saône. Notre collègue David Ritten sur le territoire de Belfort. Dans le Jura, nous avons Lionel et Sophie. Émilie en Saône-et-Loire, Mélodie dans la Nièvre et moi-même sur le département de Lyon. Voilà. Et vous pourrez retrouver tous nos contacts sur le site artisanat-bsc.fr. Et à l'issue de ce webinaire, vous recevrez lundi soir un petit lien avec la présentation qui va vous être présentée, projetée ce soir. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole tout de suite à Johan Roy de la société SARL Roy qui va se présenter. Alors, activez le micro pour Johan. Voilà, on ne vous entend pas, Johan. Hop. C'est bon. C'est bon? Eh ben, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je me présente, Johan Roy. Donc, je suis co-gérant d'une entreprise de charpente couverture dans Lyon, vers Auxerre, une trentaine de salariés. On fait du photovoltaïque depuis les débuts en 2009. Et donc, depuis quelques années, on a participé à la création d'une association qui rayonne au niveau Bourgogne-Franche-Comté et qui fédère les professionnels du secteur. Et c'est l'association AFCB Solaire. Exactement. Et on vous donnera le lien à l'issue de la présentation. Vous aurez le lien aussi bien de l'entreprise que de l'association. Hop. Alors, Johan s'est présenté, on s'est présenté. On va simplement vous mettre à contribution avec un petit questionnaire en ligne que je vais lancer. C'est simplement que vous nous indiquiez votre activité, dans quel domaine d'activité vous êtes, secteur de l'alimentaire, du bâtiment, des services, de la production, ou si vous n'êtes pas artisan, mais connecté à titre particulier. Nous indiquer aussi votre département, ça peut aussi nous aider un petit peu pour la présentation. Et une dernière question au niveau de l'installation de panneaux photovoltaïques. Vous avez déjà des panneaux, je suis en réflexion pour en installer à titre perso, professionnel, les deux, ou tout simplement je viens me renseigner. Je suis en recherche d'informations. Donc voilà, je vous laisse remplir le questionnaire. Encore quelques secondes. On a des personnes qui se connectent aussi.
Voilà. Je vais mettre fin au sondage. Voilà. Donc, vous êtes répartis sur l'ensemble des départements de la Bourgogne-Franche-Comté et au niveau des secteurs, 11% dans le secteur de l'alimentaire, 46% dans le secteur du bâtiment, 21% dans le domaine des services, 4% pour la production et 18% en tant que particulier. Et vous êtes essentiellement en réflexion pour justement installer des panneaux. Il n'y a que 4% de personnes qui nous indiquent déjà disposer de panneaux photovoltaïques. Donc, vous êtes vraiment en phase de réflexion, de recherche d'informations. Et c'est ce que va nous apporter les informations que va nous apporter Johan ce soir. Voilà. Johan, je vous laisse continuer. Ok, c'est parti. Alors, rappel ou pas sur quelques notions, histoire qu'on parle tous le même langage ce soir. Donc, quelques mots de vocabulaire. Panneau solaire, un mot qui peut regrouper plein de choses et que tout le monde n'interprète pas nécessairement de la même manière. Solaire, c'est un terme générique qui peut regrouper plusieurs technologies. Donc ici, ce soir, on est là pour parler de photovoltaïque. Donc c'est des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Mais derrière le terme panneau solaire, on peut aussi avoir des panneaux thermiques dont le but est de produire de l'eau chaude sanitaire qu'on n'abordera pas ce soir, ou des panneaux hybrides qui sont, on va dire, une spécificité française développée par une start-up, c'est-à-dire des panneaux qui produisent à la fois de l'électricité et de l'eau chaude sanitaire, mixte des deux technologies. L'aérovoltaïque, c'est un autre terme qu'on va également aborder rapidement. Le concept, c'est quoi? C'est un panneau photovoltaïque donc, qui produit l'électricité. En produisant de l'électricité, un panneau photovoltaïque dégage de la chaleur. Et donc, on essaye d'optimiser cette source de chaleur en l'aspirant et en la redistribuant où on veut. Donc, chez du particulier, ça peut être un mode de chauffage. Donc, on souffle de l'air chaud à l'intérieur de la maison. Ou alors, il y a aussi un gros usage agricole pour des opérations de séchage. Voilà, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler il y a quelques années parce qu'il y avait un crédit d'impôt qui allait dessus et où il y a beaucoup moins de demandes aujourd'hui. Ensuite, kilowatt. Donc, kilowatt, c'est l'unité de mesure de puissance électrique. Je pense que tout le monde a déjà entendu ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un appareil de 1000 watts, 1 kilo, ça veut dire qu'au moment où on l'allume, il tire une puissance de 1 kilo ou de 1000 watts. Dans le photovoltaïque, on parle rarement en kilowatts. Vous entendrez surtout parler de kilowatts ou de watts crête. Donc, quelle est la différence? Un appareil électrique, quel qu'il soit, on l'allume, on l'éteint, il tire sa puissance nominale. Des panneaux solaires, évidemment, c'est un peu différent. Ils vont produire une quantité d'énergie qui va dépendre de l'ensoleillement, de la météo, de la localisation, de tout un tas de paramètres. Donc, pour pouvoir définir une puissance, on définit une puissance théorique qu'on appelle la puissance crête, qui est mesurée en laboratoire, donc dans des conditions de labo. En fait, on est dans le noir et on flash les modules avec une condition d'ensoleillement bien définie et on mesure la puissance à la sortie du panneau. Ça représente en fait une puissance maximale de production. Et enfin, les kilowattheures, c'est ce qui parle sans doute le plus. Là, on multiplie une puissance avec une durée, ce qui donne une quantité d'énergie. Et donc, c'est l'unité de mesure pour des consommations électriques ou de la production électrique. Je vais redonner la parole à Thierry pour ces slides. Alors ça, c'est une information qu'on a récupérée au niveau national. C'est pour vous donner un petit peu les indicateurs sur le développement de la filière en France sur le solaire installé par région, sans que c'est des chiffres au mois de décembre 2020. Au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté, on était à 330 mégawattheures installés. Alors ça concerne aussi bien des panneaux
je dirais, individuelles, mais ça concerne aussi des fermes solaires, des grosses installations. Vous voyez qu'au niveau des puissances, bien entendu, le sud de la France et l'ouest et la région sont les régions les plus couvertes, mais on verra tout à l'heure, on verra que sur notre territoire, il y a un potentiel solaire, et en plus, vous avez dû vous rendre compte que les conditions climatiques, on est plutôt sur un domaine de réchauffement, et le potentiel solaire est de plus en plus élevé, malgré qu'on soit de plus en plus situé au nord de la France. Voilà, c'est un petit peu pour vous donner les grandes tendances, les évolutions au niveau de l'installation au niveau de la filière française. Et sur la diapo suivante, voilà, c'est un petit peu aussi la projection des objectifs nationaux du PV. Alors, quand on parle beaucoup avec des acronymes, hein, PV, c'est photovoltaïque. En 2019, on était à 9,6 gigawattheures installés, et les objectifs pour 2023, c'est le double. Et vous voyez que même pour 2028, c'est entre 35 ou 40 gigawattheures de puissance installée. Donc, c'est un développement de cette filière qui va reposer aussi bien sur des grosses installations, mais aussi sur des petites installations. Et c'est plutôt ce domaine dont on va aborder ce soir, Johan. Voilà. Et le marché, donc ça, c'est le marché aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de kilowatts crête ou de kilowatts. C'est un petit peu ce qu'on va retrouver, c'est les petites installations au niveau de nos bâtiments ou de nos maisons individuelles. On voit que le nombre d'installations peut être très important en pourcentage, mais on n'a pas forcément une puissance très élevée. Et ce qui est en train de se développer, c'est plutôt les données sur la droite. On a des installations qui sont en train de se développer, mais avec des grosses puissances. C'est plutôt des champs ou des fermes, je dirais, des fermes photovoltaïques. Voilà. Et là, je vais redonner un petit peu la parole à Johan. C'est un petit peu aussi sur l'évolution du prix des modules. Alors, c'est exprimé en dollars, mais il va vous expliquer un petit peu ces données qu'on a retrouvées au niveau de la bibliographie. Donc le photovoltaïque, on en entend de plus en plus parler et très récemment, mais en fait c'est une technologie ancienne qui date pas d'hier, qui a commencé à être développée sérieusement dans les années 70-80, comme on voit sur le graphique, et où le développement, on va dire, commercial s'est accéléré, en tout cas en France, à partir des années 2008-2009. Et comme dans tous les process industriels, dès qu'on commence à produire en masse et à commercialiser en masse, il y a un effet sur les prix. Et donc, on le voit sur le focus 2008-2015, la chute du prix des panneaux solaires, donc qui est une réalité également en euros en France. Euh, Moi, j'ai pu vérifier entre 2009 et aujourd'hui, le prix d'un panneau solaire au watt, on va dire, a été à peu près divisé par 5, comme le montre le graphique. Donc, on a voilà, une vraie baisse des coûts liée à la démocratisation du produit sur le marché. Hop. Petit tour d'horizon donc sur non pas le prix d'achat des panneaux, mais le prix d'achat de l'électricité qui va de pair avec le développement du photovoltaïque en France et plus largement en Europe et dans le monde. Euh, La France, en fait, a longtemps, enfin, bénéficié encore d'un prix de l'électricité très bas, contrairement à ce qu'on pourrait parfois imaginer ou entendre. On voit, alors c'est des données 2012 qui datent un peu sur le graphe de gauche, mais qui sont toujours d'actualité. On avait à l'époque un prix du kilowattheure moyen en France à 14 centimes, quand la moyenne européenne était largement au-dessus des 20 et déjà à 26 centimes en Allemagne. Depuis, on a pas mal augmenté. On est plutôt autour des 20 centimes TTC aujourd'hui sur du particulier, on va dire, en France, quand par exemple en Allemagne, on est plutôt largement au-dessus des 30 centimes. Euh,
Donc, la projection sur le prix de l'électricité est clairement à la hausse en France, de par notre sortie du nucléaire qui expliquait notre prix extrêmement bas par rapport à nos voisins européens. Et ce qui explique aussi le fait que, on va dire, le photovoltaïque soit arrivé un peu plus tard en France qu'en Allemagne, par exemple, tout simplement parce que c'était moins attractif, moins rentable, entre guillemets, de produire sa propre électricité que de l'acheter sur le réseau où on pouvait avoir de l'électricité très bon marché. Donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement la parité réseau. C'est le moment où ça devient judicieux de produire sa propre électricité plutôt que de l'acheter auprès d'EDF ou d'un autre. Donc ce point, on va dire, a été atteint il y a environ 2 ou 3 ans en France. Et c'est pour ça qu'on observe aujourd'hui un développement très rapide de la filière. Alors, comment ça marche? Petit schéma de principe simple. Donc, les panneaux solaires sur le toit, jusque-là, ça va. Donc, ils récupèrent le rayonnement solaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un panneau solaire produit de l'électricité en courant continu. Du coup, pour pouvoir l'utiliser au sein d'une installation domestique ou, ou la revendre, il faut qu'on passe en courant alternatif et cette opération de transformation est faite par ce qu'on appelle un onduleur ou un micro-onduleur suivant la typologie d'équipement qui permet d'assurer la conversion courant alternatif, courant continu. Autour de l'onduleur viennent se greffer quelques autres équipements, notamment des coffrets de protection en cas de problème. Et ensuite, donc soit on s'injecte dans le tableau électrique de la maison si on fait de l'autoconsommation, soit on vient s'injecter directement au réseau Enedis si on fait de la revente totale. Alors, petit schéma pour illustrer la sensibilité des installations photovoltaïques aux ombrages. Euh, c'est les panneaux solaires, on va dire, et les installations photovoltaïques détestent les ombrages. Les panneaux, quand ils sont sur le toit ou au sol, sont branchés de manière traditionnelle en série. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est ce qu'on voit sur le schéma de droite. Si vous avez une ombre qui va couvrir un petit coin d'un panneau solaire, dans le cas présent, ça couvre 10% de la surface du panneau. Donc le panneau va produire à 90% de sa puissance. Il faut s'imaginer que tous les panneaux qui sont branchés en série, qui sont dans la même boucle, dans le même string, on appelle ça, vont produire eux aussi à 90% de la puissance. C'est une sorte de loi du maillon faible, c'est-à-dire que c'est le panneau qui produit le moins qui impose la production de l'ensemble de la chaîne. Ce qui fait que, par exemple, si en toiture, vous avez un obstacle qui va générer une ombre permanente, typiquement une cheminée, une antenne ou des choses comme ça, il faut à tout prix éviter de mettre des panneaux au pied qui seraient soumis à cette ombre, parce que c'est comme si vous dupliquiez cette ombre sur l'ensemble des panneaux de l'installation. Il se passe la même chose si vous mettez des panneaux avec des expositions multiples. Imaginons une maison orientée est-ouest et qui soit toutes reliées en série sur un onduleur. Les panneaux qui sont à l'est le matin vont bien produire, tandis que ceux qui sont à l'ouest, naturellement, produiront beaucoup moins. Et ben, ceux qui sont à l'est produiront autant que ceux qui sont à l'ouest s'ils sont branchés en série sans précaution particulière. Donc, pour éviter ça, il y a plusieurs solutions. Soit on fait des câblages différenciés par orientation, soit il y a des équipements supplémentaires qui permettent qui sont rarement mis en œuvre chez du particulier, mais qui permettent de découpler les panneaux les uns des autres de manière à s'affranchir de ces problématiques d'ombrage. Un autre point que je souhaitais mettre en avant, parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités là-dessus, que se passe-t-il en cas de coupure de réseau au niveau Enedis? Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation française impose la coupure de l'installation photovoltaïque raccordée au réseau
en cas de coupure de réseau. C'est-à-dire que les onduleurs, donc assurent la conversion courant continu, courant alternatif, sont programmés pour se couper dès lors qu'ils ne détectent plus la fréquence du réseau électrique français. C'est-à-dire que si vous avez une coupure de courant, votre installation se coupe. Pour une raison de sécurité simple et évidente, c'est que les techniciens qui pourraient être amenés à intervenir sur le réseau pour réparer, il ne faut pas qu'ils soient exposés à des organes à des outils de production électrique autour qui pourraient leur envoyer du courant pendant qu'ils font des réparations. C'est- Aujourd'hui, oui, ouais, Thierry. je disais, c'est qu'avant, on avait un système descendant. On avait l'unité de fabrication, les centrales ou des barrages, un réseau de distribution et nous, consommateurs, c'est un peu un arbre à l'envers. Et aujourd'hui, ce réseau, il est en train d'évoluer à une vitesse, enfin, très, très grande vitesse, parce que on peut on est producteur d'énergie avec ces panneaux photovoltaïques et donc on va injecter du courant sur le réseau et donc d'où l'importance de couper ces apports d'énergie si les opérateurs Enedis doivent intervenir sur le réseau pour suite à un incident. Donc c'est vraiment pour des raisons de sécurité et c'est un point qui est très important. Les systèmes que j'évoquais juste au-dessus sont également privilégiés pour de la sécurité. Je vois notamment une question sur le risque incendie. C'est qu'en fait, on vient gérer l'installation panneau par panneau. Et du coup, on a des tensions, on expose, enfin, les tensions auxquelles générer sont nettement plus faibles et sont gérés individuellement. Euh, Aujourd'hui, commencent à apparaître des systèmes qui permettraient d'être autonomes en cas de coupure de réseau. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On vient rajouter des équipements supplémentaires qui brident l'installation dès qu'elle produit plus que ce qui est consommé au sein du foyer, de manière à garantir qu'à tout moment, on n'injecte pas d'électricité dans le réseau. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je vous propose que Johan fasse la présentation et qu'on traite ensuite ces questions. Donc, elles sont bien notées avec Sophie. On en prend note et on posera à Johan toutes les différentes questions qui sont en train d'arriver. Ce sera peut-être plus simple. Ouais. Voilà. Une carte sur le gisement solaire. Alors, comme le montrait Thierry tout à l'heure, on voit qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'installations photovoltaïques dans le sud et dans l'ouest de la France pour des raisons évidentes d'ensoleillement qu'on retrouve sur la carte. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un gisement intéressant dans nos régions. Pour preuve, en Allemagne, il se fait énormément de solaire alors qu'ils ont un ensoleillement beaucoup plus faible encore. Le tout est de trouver, on va dire, des dimensionnements et on va dire, des dispositifs de valorisation qui font sens, ce qui est le cas aujourd'hui, même dans nos régions. Et grosso modo, pour donner des ordres de grandeur, là aujourd'hui, sur la carte, on apparaît en jaune, ce qui serait autour de 1200 kWh par mètre carré, quand dans le sud, on est dans les 1008 aisément. Donc il y a facilement un delta, on va dire, de l'ordre de 50% qui est avéré entre le sud-est et nous aujourd'hui. Donc ce qui rend le solaire encore plus intéressant dans ces régions. Alors, ça, c'est un petit tableau pour illustrer l'impact de la production photovoltaïque en fonction de l'angle d'inclinaison des panneaux, donc par exemple l'angle de la toiture si on est en toiture, et l'orientation, est, sud, ouest. Alors, on évite le nord naturellement. Euh, donc le coefficient 1, qui est le plus élevé, montre que la production optimale, on l'obtient quand on est exposé plein sud, avec une toiture de l'ordre de 30 degrés d'inclinaison. Euh, ça, ça, tout le monde le conçoit assez facilement, c'est assez intuitif. Ce qui l'est moins, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'il faut chercher à faire absolument.
C'est-à-dire que cette orientation, plein sud 30 degrés, c'est ce qui va permettre de maximiser la production d'électricité totale sur une année. Après, donc ce qu'on cherche à faire quand on fait de la revente totale. Je veux produire le plus d'électricité possible. Si je fais de l'autoconsommation, par exemple chez du particulier, le raisonnement n'est pas forcément celui-là. On va plutôt chercher à produire au moment où je consomme pour être le plus en phase possible entre la production et la consommation. L'exposition au sud, elle va être optimale à midi. Si mes consommations sont maximales le soir, parce que je suis au travail la journée et que je vais consommer l'électricité majoritairement le soir, une orientation ouest ou sud-ouest fera beaucoup plus de sens parce qu'on optimisera la production électrique sur la soirée. Par exemple, là on voit que l'orientation verticale à 90 degrés est la plus pénalisante, ce qui est assez logique. Pour autant, aujourd'hui, si vous allez en Californie, par exemple, ils posent énormément de panneaux solaires à la verticale pour une raison simple, c'est qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement en électricité l'hiver. Et ce qui permet de produire le plus d'électricité l'hiver, c'est l'orientation verticale. Évidemment, le soleil passant très bas, plus mon panneau sera à l'horizontale, moins il captera le rayonnement direct du soleil. Et donc là, l'intérêt est plutôt d'aller chercher un positionnement vertical. Donc, le plein sud 30 degrés, c'est ce qui permet de maximiser la production, mais ce n'est pas forcément ce qu'il faut chercher à tout prix. Ça dépend de ce qu'on cherche à atteindre. Bah là, pour illustrer ce que je disais, ça, c'est une petite simulation que j'ai fait à l'aide d'un logiciel qui s'appelle AutoCalSol, sur lequel on reviendra peut-être un peu plus tard, où on voit par exemple en jaune, donc là, c'est un cas concret d'un particulier qui a une relativement faible consommation, enfin non, pardon, une grosse consommation annuelle, 11 241 kWh, et la simulation avec une installation de 3 kg, donc qui produirait environ 2840 kWh à l'année. En bleu, on voit la répartition de sa consommation, et en jaune, on voit la répartition de la production photovoltaïque mensuellement. Donc ça, on va dire, c'est un profil, on va dire, standard qu'on retrouve chez beaucoup de foyers en France. Ce qui est flagrant, c'est que, de manière assez intuitive, les panneaux solaires vont produire énormément l'été. Donc, on le voit sur juin, juillet, c'est les pics de production. Et en proportion, très peu l'hiver. C'est de l'ordre un rapport de 1 à 5 entre les mois de janvier et les mois de juillet, août. À l'inverse, souvent, on a une consommation plus forte l'hiver que l'été. Déjà, l'été, il y a les périodes de congé, donc souvent, il y a des trous dans la consommation. Il y a le chauffage aussi, quand il y a du chauffage électrique qui peut expliquer ça, plus de besoins d'éclairage, etc. Ce qui montre un déphasage complet entre le besoin de production électrique et les besoins en termes de consommation et ce qu'on est capable de produire. Ce qu'il en ressort, c'est que tout ce qui est produit l'hiver n'a pas beaucoup de mal à être consommé, j'ai envie de dire quel que soit le dimensionnement de l'installation. Et à l'inverse, il ne faut pas toujours chercher une installation démesurément grande au risque de produire beaucoup plus l'été que ce qu'on est capable de consommer. Donc ça, c'est ce qu'on observe, on va dire, mensuellement sur une année, et on tient les mêmes raisonnements au sein d'une journée. Sur cette slide, on voit en rouge une courbe de consommation traditionnelle et en jaune une courbe de production solaire, elle aussi, on va dire, une forme habituelle. Donc évidemment, les panneaux produisent peu, voire pas du tout, avant une certaine heure. Un pic autour de midi, 13 heures, quand le soleil est au zénith. Et puis ensuite, on redescend avec la même courbe jusqu'à retrouver des niveaux très bas en fin de journée.
À l'inverse, la consommation, on peut en avoir pas mal dès le matin, quand on se lève et qu'on commence à faire tourner des appareils. Euh, on peut même observer une chute en journée si on est sur un couple, par exemple, d'actifs qui est avec personne dans la maison. Et le soir, on peut voir un pic, là encore, après la baisse de production des panneaux solaires. Du coup, le matin et le soir, on va se retrouver dans une situation où on va consommer plus que ce qu'on produit. Et à l'inverse, en journée, une situation où on va produire plus, nettement plus que ce qu'on est capable de consommer. Ce qu'on appelle le surplus. On y reviendra également plus tard. Donc, quand on se lance dans une opération, on va dire, d'autoconsommation, là, en cas de revente, on ne se préoccupe pas de toutes ces questions-là. Quand on fait de l'autoconsommation, il s'agit de bien dimensionner son installation pour éviter le surplus au maximum. C'est pas ce qu'on cherche enfin voilà, on cherche à répondre à un besoin de consommation électrique et on ne cherche pas à produire pour produire. Donc de ça, on tire deux indicateurs. Le taux d'autoproduction, ce qu'on voit à gauche, la formule de gauche, et le taux d'autoconsommation, la formule de droite. Le taux d'autoconsommation, qu'est-ce que ça va représenter? C'est sur la quantité d'énergie que je produis, quelle proportion je suis capable de consommer. Par exemple, dans nos régions, une installation de 3 kWh, de 3 kW crête, pardon, va produire de l'ordre de 3000 kWh par an, dans des conditions à dire normales. Sur ces 3000 kWh, combien je suis capable de consommer à l'année? Le taux d'autoproduction, lui, va représenter la part de ma consommation électrique annuelle que je vais réussir à couvrir par ma production photovoltaïque. Si j'arrive à consommer sur les 3000 kWh que j'ai produits, statistiquement, l'ADEME nous dit qu'un foyer moyen va réussir à en consommer de l'ordre de 30 à 50%. Donc, disons, si on est pessimiste, 30%, ça va représenter 1000 kWh. 1000 kWh ramenés à une consommation électrique, par exemple d'un foyer moyen qui est de l'ordre de 6000 kWh, et ben, mon taux d'autoproduction sera de 1000 kWh sur 6000 kWh. Voilà, ça, c'est des données statistiques moyennes sur lesquelles on reviendra également un peu plus tard. Donc, c'est des données qui sont extrêmement importantes pour définir la pertinence d'une installation photovoltaïque chez un particulier ou chez un industriel ou qui que ce soit, dès lors qu'on fait de l'autoconsommation. Et c'est des paramètres qui sont très difficiles à évaluer sans données précises, parce qu'on peut avoir des profils de consommation extrêmement variables selon les cas. Là-dessus, les nouveaux compteurs Linky apportent un avantage certain, puisque les profils de production, eux, on est capable aujourd'hui de les simuler de manière extrêmement fiable. Même, c'est assez bluffant à quel point on est capable d'être précis. En revanche, la consommation, si on n'a pas des courbes de consommation, comme je le disais, ça peut être très variable et ça peut fausser complètement l'analyse. Le Linky, ce qui permet de faire, pour ceux qui l'ont depuis plus d'un an, c'est par une opération simple en créant un compte en ligne. On peut extraire ses propres données de consommation avec un pas horaire, comme on le voit sur le graphique, horaire même avec un pas de 10 minutes. Et on peut superposer une courbe de consommation et une courbe de production et en tirer, alors toutes choses étant égales par ailleurs, hein, le passé ne révèle pas forcément l'avenir, mais si on considère que l'année qui vient de se passer est une année normale, on peut calculer un taux d'autoconsommation et d'autoproduction extrêmement fiable. C'est un des gros avantages du nouveau compteur Linky, en tout cas pour les professionnels du photovoltaïque. Thierry, je pense que tu voulais aussi ajouter quelque chose sur le Linky. Oui, compteur Linky, c'est un compteur communicant. Il y a aussi un gros avantage, un avantage qu'on ne connaît pas forcément sur le compteur Linky. Donc, c'est déjà de suivre ses consommations, et notamment à titre professionnel.
lorsqu'on va faire les analyses, on va s'apercevoir que c'est pas parce qu'on ferme le magasin à 19h qu'il ne se passe plus rien dans la boutique. Et on peut notamment s'apercevoir qu'il y a des consommations qui sont importantes la nuit. Et je pense notamment aux entreprises qui ont des machines qui tournent en permanence, et par exemple des groupes froids. Et cette part, ce qu'on appelle le talon, hein, ce qui est consommé en permanence, ça peut être des fois une part importante dans une entreprise. Autre point sur le compteur Linky, c'est un outil qui va aussi protéger. C'est-à-dire que s'il y a une surtension sur le réseau, et ben ceux qui sont équipés d'un compteur Linky, c'est le compteur Linky qui va faire fusible, qui va disjoncter et qui va couper le courant, ce qui veut dire qu'il va protéger son installation, sa maison, son entreprise. Si vous n'êtes pas couvert par un compteur Linky pour des petites puissances, bah, aujourd'hui, les anciens compteurs ne font pas ce rôle de coupure et vous pouvez vous retrouver avec des surtensions dans la maison, dans l'entreprise. Et au lieu que vos appareils soient fournis en 220 volts, ils peuvent être alimentés en 380, ce qui fait que les moteurs ou les ampoules éclairent plus, mais très court, et vous grillez toute l'installation. Et on a eu des exemples, j'en ai eu notamment sur Auxerre, un quartier où ben, certains n'étaient pas équipés du compteur Linky. Il y a eu un souci sur le réseau et ben, malheureusement, ces personnes ont eu des gros dégâts dans leurs installations. Donc, c'est aussi des rôles de sécurité, et le compteur Linky donc, permet de voir ses consommations, permet aussi d'activer à distance le compteur lorsqu'il y a le changement d'abonné ou de changement de puissance. Et on verra aussi tout à l'heure, j'anticipe un peu une diapo de Johan, mais dans certains cas, on va avoir un seul compteur Linky au lieu d'en avoir deux. Lorsque c'était le cas par le passé, il y avait deux compteurs lorsqu'on faisait de l'achat et de la revente d'électricité. Effectivement, c'est la diapo suivante. On va dire c'est voilà, les différentes typologies d'installation. Jusqu'à quelques années en arrière, on était principalement sur de la vente totale, donc ce qu'on voit en haut à gauche. Et on avait effectivement deux compteurs dissociés, ce qui est encore le cas sur de la grosse installation en revente. Donc un compteur pour la consommation et un compteur dédié à la production, donc avec un branchement spécifique au réseau pour toute la production photovoltaïque. Et du coup, Euh, on paye deux fois des taxes ou des choses d'abonnement, hein, parce que sur une facture d'électricité, vous savez très bien, il n'y a pas que des kilowattheures, mais il y a aussi des taxes ou des frais fixes. Et dans ce cadre-là, deux compteurs, on paiera deux fois. Exactement. Euh, Aujourd'hui, le compteur Linky est capable de gérer, ce qui n'était pas le cas sur les anciennes générations de compteurs, il est capable de gérer les flux dans les deux sens, aussi bien en conso qu'en revente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur des installations de taille modeste, enfin de taille gérable par le Linky, on n'a plus qu'un seul compteur. Ceci étant dit, il y a des gens qui s'opposent au Linky, auquel cas Enedis laisse la possibilité encore de travailler avec deux compteurs, un compteur de consommation et un compteur de production pour ceux qui y sont opposés. Le schéma qui tend à se développer aujourd'hui de plus en plus, donc c'est l'autoconsommation, comme on en parlait avant, où il y a un surplus à gérer. Il y a plusieurs manières de valoriser ce surplus. On y reviendra également plus tard. Le schéma, on va dire, traditionnel qui est poussé par l'État, c'est de vendre son surplus à EDF Obligation d'achat. Donc, c'est la filiale d'EDF qui a pour obligation de racheter l'électricité d'origine renouvelable, donc dans le cas présent photovoltaïque. Et donc bah, là, tout est géré également par par le Linky qui va compter votre consommation et également le flux sortant que vous facturerez une fois par an à EDF OA. Troisième schéma, de l'autoconsommation pure, donc ce qu'on appelle de l'autoconsommation sans injection. Donc là, c'est dans le cas où je ne souhaite pas valoriser mon surplus en le vendant à EDF obligation d'achat. Ce qu'il faut savoir, c'est que vendre son surplus, ça nécessite de faire une demande auprès d'EDF. Cette demande a un coût
En général, c'est l'installateur qui s'en occupe. Et donc, sur des installations de toute petite puissance, inférieure à 3 kg, si on juge qu'on a un taux d'autoconsommation qui est extrêmement bon et qu'on va vendre au final très peu d'électricité par an, ce n'est pas nécessaire de s'embêter à faire toutes ces démarches, de signer un contrat avec EDF pour vendre au final quelques euros d'électricité par an. Et donc là, il y a une tolérance du gestionnaire de réseau sur le fait de raccorder son installation sans vendre le surplus. C'est ce qu'on appelle de l'autoconsommation sans injection. En réalité, sur des toutes petites puissances, il y a de l'injection, mais qui est pas valorisée. Si on est sur de la puissance plus importante, donc ça, c'est une tolérance jusqu'à 3 kg. Si on dépasse les 3 kg, là, il n'y a plus de tolérance du gestionnaire de réseau. Il faut qu'on garantisse soit qu'on vend l'électricité, soit qu'on ne l'injecte pas. Donc, si on ne veut pas la vendre, ce qui est relativement rare, mais il y a des gens qui, par principe, ne veulent pas, il faut garantir qu'à tout moment, on ne produira pas plus d'électricité que ce qu'on est capable de consommer. Et donc là, il y a des dispositifs de bridage, de coupure, qui viennent faire en sorte qu'à tout moment, on garantisse qu'il n'y ait pas d'électricité qui parte dans le réseau. Et enfin, autoconsommation donc sans injection avec stockage. C'est la même chose, mais on y couple une batterie. Donc là, on parle bien souvent de sites isolés où on stocke le surplus la journée dans des batteries physiques et dans lesquelles on vient pomper l'électricité le soir. Là, on raisonne souvent en cycle court. Donc là, on a balayé les cas les plus courants. Après, aujourd'hui, le cadre réglementaire dans lequel on peut faire du photovoltaïque s'est considérablement assoupli. On peut faire énormément de choses, notamment, alors c'est rare, mais ça existe, de l'autoconsommation collective. Alors, qu'est-ce que c'est? On imagine qu'on fait une installation photovoltaïque qui vient alimenter plusieurs points de livraison. Alors là, par exemple, sur la photo, on nous montre une barre d'immeuble, typiquement une copropriété qui mettrait des panneaux solaires sur une toiture terrasse et qui alimenterait tout l'immeuble et donc les compteurs de chaque propriétaire ou locataire individuel. Ça, aujourd'hui, techniquement et réglementairement, c'est quelque chose qui est possible. Dans les faits, c'est extrêmement lourd administrativement à mener. Les opérations qui se font comme ça, bien souvent, c'est des grosses centrales solaires au sol qui sont menées par des collectifs de particuliers et qui montent une association qui gère tout ça elle-même pour alimenter plusieurs foyers. Mais c'est souvent à grande échelle. C'est-à-dire que c'est difficile, même si techniquement on peut le faire, réglementairement on a le droit. C'est un peu lourd administrativement à l'échelle d'une copro, c'est souvent à grande échelle. Et quelque chose d'assez nouveau qui se développe fort depuis, on va dire, 2 ans, ce qu'on appelle la batterie virtuelle. Donc, je parlais juste avant de la batterie physique, donc qui existe, qui est performante, qui se vend beaucoup dans les pays étrangers, notamment en Allemagne, où l'électricité est beaucoup plus chère. Aujourd'hui, en France, la batterie physique peine à trouver son marché parce que, compte tenu de son coût et de sa durée de vie, on a du mal à trouver une rentabilité à un système de stockage physique. Ça augmente considérablement le coût de l'installation et ça n'a pas beaucoup de sens, on va dire, économiquement. En tout cas, aujourd'hui. Du coup, c'est développé ce qu'on appelle de la batterie virtuelle. Comment ça marche? Aujourd'hui, donc, on évoquait le surplus. Le surplus d'électricité, si on ne le stocke pas dans une batterie physiquement, il part dans le réseau dès lors qu'on est raccordé au réseau. Soit on vend ce surplus à EDF obligation d'achat, à un coût qu'on verra juste après chez du particulier qui tourne à une dizaine de centimes le kilowattheure. Soit chez certains fournisseurs d'électricité, on peut leur souscrire une option. Donc c'est un abonnement supplémentaire
où on adhère à un système de stockage virtuel, une sorte de cagnotte où en fait vont venir se cumuler tous les kilowattheures qu'on aura produits et qu'on n'aura pas consommés. Donc typiquement, vous partez la journée, ce que vous consommez pas pendant le pic de midi, c'est compté. Quand vous rentrez chez vous le soir et que vous allumez la lumière et que les panneaux ne produisent plus, avant de racheter des kilowattheures auprès de votre fournisseur d'électricité, on va d'abord vous rendre ce que vous avez produit en journée. Donc physiquement, il se passe la même chose que dans une opération d'autoconsommation avec-revente classique. Les flux électriques sont les mêmes. C'est un jeu d'écriture avec votre fournisseur d'électricité, mais qui permet virtuellement de consommer 100% de l'électricité qu'on a produite. Il n'y a pas de limite de capacité, de stockage, ni en termes de capacité, ni dans la durée. Vous pouvez partir un an faire le tour du monde, vos kilowattheures se cumulent, vous revenez. Il y a toute l'électricité que vous avez produite pendant un an qui vous attend. Donc, c'est une écriture comptable, pour C'est faire une simple. écriture comptable, exactement. Donc, il y a de plus en plus de gens qui optent pour ce système, qui a des avantages et des inconvénients sur lesquels je reviendrai plus en détail après. C'était pour vous montrer le principe. Au niveau de la pause, donc aujourd'hui, on peut faire à peu près ce qu'on veut, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années encore. Là, je montre quelques exemples d'installations que j'ai faites en toiture. En haut, on a ce qu'on appelle de la surimposition, donc le système le plus couramment employé aujourd'hui chez du particulier, parce que le plus économique. Donc là, on vient installer les panneaux solaires par-dessus la tuile. Voilà, ça porte bien son nom, de la surimposition. On vient au-dessus du complexe de couverture. À l'inverse, le système qui était le plus mis en avant, et même imposé avant, c'est ce qu'on appelle l'intégration au bâti, où là, on a un système de fixation qui vient se substituer à la couverture. Donc là, on a une couverture en tuile plate. À l'endroit des panneaux solaires, il n'y a pas de tuile plate. C'est le panneau solaire qui assure l'étanchéité de la toiture à la place de la tuile. Quand on a lancé le photovoltaïque en France en 2008-2009, c'était une exigence du gouvernement d'avoir des systèmes intégrés au bâti. Et donc, ils avaient mis une carotte avec un tarif de rachat de l'électricité plus important pour vraiment favoriser ce système. Depuis quelques années, cette prime à l'intégration a été abolie et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de systèmes surimposés. Le pour, le contre des deux systèmes. Le système surimposé, donc il avait été un peu banni au départ parce que jugé moins esthétique, ce qui est vrai. On crée une surépaisseur en toiture qui n'est pas toujours très esthétique. Euh, c'est pour ça voilà, que l'intégration de ce point de vue-là, c'est un peu plus sympa. On est dans le plan de la toiture. Euh, Par contre, en termes de production, la surimposition est légèrement meilleure puisqu'il y a une lame d'air entre la couverture et les panneaux qui permet de ventiler et de rafraîchir les panneaux solaires pendant les mois de forte chaleur sur juillet-août. Donc il y a du pour, il y a du contre. En termes d'étanchéité aussi, l'intégration au bâti est un peu plus critique, présente un peu plus de risques. Les panneaux posés en surimposition, eux, peuvent amener des contraintes sur la charpente. On vient ramener un poids supplémentaire. Donc, il y a des sujets de charpente qui nécessitent d'être vus et abordés. Justement, je profite justement de cette petite partie pour répondre à une question ou une remarque, mais vous y avez répondu, Johan. C'est notamment par rapport aux contraintes de poids par rapport à la structure. Donc, il y a une étude évidemment à faire. On ne va pas poser des panneaux. Il y aura des études de structure à vérifier. Évidemment, les professionnels, en tant que professionnel, ce sera votre métier de conseil. Là, les diapos, les photos que vous nous présentez, c'est plus sur de la toiture à base de tuiles ou de toits, on va dire, classiquement qu'on peut rencontrer chez des particuliers. Attention, un point de vigilance sur des bâtiments industriels pour des raisons d'assurance de décennale. Souvent,
sur des bâtiments industriels ou sur des toitures terrasses, ça impose souvent à refaire des toitures à neuf ou des travaux assez lourds. Donc, il ne faut pas se dire je refais la toiture cette année, puis on se posera dans 2-3 ans la question est-ce que je mets ou pas des panneaux. Il faut vraiment se poser la question tout de suite pour tout faire d'un coup. Et évidemment, si vous avez des toits en fibro avec de l'amiante, faut mieux. Il va falloir procéder déjà à un désamiantage du bâtiment. Et ça, c'est une autre histoire et c'est évidemment un autre coût. Et effectivement, c'est un point important. Il ne s'agit pas de poser des panneaux solaires sur n'importe où, n'importe comment. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'on soit en revente totale ou en revente du surplus, on signe un contrat avec EDF-OA sur une durée de 20 ans. Donc, l'idée, c'est qu'à minima, les panneaux solaires, on n'y touche pas pendant 20 ans. Donc, il faut que le support, on soit suffisamment serein pour ne pas avoir de problématiques dessus pendant la durée du contrat, à savoir les 20 ans. Par exemple, la surimposition, elle n'est pas envisagée sur n'importe quelle toiture. Une toiture qui est déjà âgée, il y a la problématique de l'entretien. Qu'est-ce qui se passe si j'ai des tuiles qui cassent sous le champ photovoltaïque? Voilà, il y a toutes ces questions-là à se poser et à juger la pertinence soit de l'intégration, soit de la réflexion préalable du support. Euh, Poser en surimposition sur des plaques fibro. Techniquement, c'est possible. Sur de l'amiante, effectivement, je ne recommande pas, dans la mesure où la problématique de l'amiante risque de se poser sous moins de 20 ans. Au sol. Pose au sol, aujourd'hui, c'est possible. On voit énormément de publicité, notamment pour des kits euh, en do-it-yourself à monter soi-même, où on achète un panneau, il suffit de le brancher sur la prise de courant pour alimenter son foyer. Ça, voilà, c'est tout à fait possible aujourd'hui et autorisé. Ce qu'on oublie par contre souvent de dire, c'est que ça n'empêche pas de devoir déclarer son installation. Et ça, c'est extrêmement important et souvent oublié. Pour éviter de voir proliférer des tonnes de panneaux au sol un peu partout, l'État a quand même mis en place une forme de garde-fou, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de revendre son surplus dans le cas où on fait une installation au sol. C'est-à-dire qu'on est obligatoirement en toiture si on veut valoriser son surplus. Ce qui limite les installations au sol à 1, 2, 3, 4 panneaux grand maximum. Au-delà, on commence à avoir du surplus non négligeable et qu'on ne sera pas en mesure de valoriser d'une quelconque manière. Alors, au niveau de l'installation électrique, quand on commence à parler dimensionnement, une des premières questions à se poser, c'est sur quel type d'installation on est, monophasé ou triphasé. Si on est sur une installation en monophasé, on est limité. On n'a pas le droit d'aller au-delà de 6 kVA, donc 6 kW, 6 kW crête de puissance installée. Donc, quelqu'un qui aura une installation monophasée avec une grosse consommation, il sera malheureusement limité en termes de production solaire à 6 kg, soit environ 6000 kWh dans nos régions par an. Alors, Johan, si vous me dites 6000 kVA, en grosso modo, ça fait quelle surface à peu près, en ordre de grandeur? Eh ben, Ah, excusez-moi du piège. Non, c'est pour qu'on ait un petit Euh, peu des ratios en mètres carrés. ouais, des notions. Alors, ça change quasi quotidiennement. Aujourd'hui, un panneau, on va dire le standard, on est sur 400 watts. Donc, si une installation de 6 kg, donc 6000 divisé par 400, on l'a avec 15 panneaux. Et un panneau, aujourd'hui, en moyenne, ça fait 1 mètre par 1 mètre 80. Donc, si je fais 1 fois 1,80 fois 15, je fais une surface de 27 mètres carrés. Voilà, c'est pour donner un Donc, petit peu l'ordre de une grandeur. Voilà, trentaine de mètres carrés. 30 mètres carrés, 6 kW crête, à peu près. C'est ça. Sachant qu'aujourd'hui, on va dire, sur du particulier, euh, le standard, ce qui se pose, on va dire, en immense majorité, c'est une des installations de 3 kg, donc moitié moins de surface, environ 15 mètres carrés de panneaux solaires.
Donc ça, c'était pour les installations en mono. Les installations en tri, donc là, on n'est pas bridé en puissance, donc on peut aller aisément au-delà de 6 kVA. Après, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte sur lesquels je reviendrai après. Ce qu'il faut avoir en tête, par contre, dès qu'on est sur une installation en tri, c'est qu'on va répartir la production photovoltaïque sur les 3 phases. Ce qui peut avoir un impact négatif sur le taux d'autoconsommation. Je m'explique. Quelqu'un qui aurait une consommation faible ou moyenne, par exemple, disons 6000 kWh. Si je mets une installation d'une certaine puissance, je vais répartir ma production sur ces 3 phases et je n'aurai pas forcément d'adéquation, en tout cas pas aussi bonne, entre la production et la consommation. Si par exemple, à midi, je rentre chez moi manger, je lance le lave-vaisselle, lui, il va tirer par exemple sur une phase, alors que ma production photovoltaïque, elle sera répartie sur les 3. Et du coup, je vais pouvoir bénéficier forcément à plein de ma production photovoltaïque. C'est le seul bémol, on va dire, avec le triphasé, même si dans l'absolu, il permet d'ouvrir un champ des possibles beaucoup plus important. Alors, ça, c'est les données, enfin le cadre réglementaire actuel. Donc là, je me positionne dans le cas où on est en revente totale. La revente totale, ce qu'il faut, ben là, voilà, vous avez la grille de prix aujourd'hui. Euh, le tarif auquel on va vendre l'électricité, donc si on vend 100% de l'électricité produite, va dépendre de la puissance installée. Donc aujourd'hui, il y a un cadre voilà, défini pour des installations de 3 kg, jusqu'à 3 kg, de 3 à 9, de 9 à 36 et de 36 à 100, avec un coût au kilowattheure qui va de 18 centimes, 18,14 exactement pour une installation de 3 kg, et qui descend à 9,69 pour une installation de 100 kg. Ces tarifs, ils sont réévalués tous les trimestres par la Commission de régulation de l'énergie, euh, suivant voilà, un certain nombre de paramètres. Une fois que le contrat, donc, comme je disais, de 20 ans est en route avec EDF obligation d'achat, on fige ce tarif. C'est-à-dire que comme vous voyez là dans le tableau, le tarif diminue. Par contre, une fois qu'on a signé le contrat, qu'on est parti pour les 20 ans, là, on fige le tarif et à l'inverse, il y a une formule d'indexation qui permet de le revaloriser chaque année. Alors, il y a une formule assez complexe qui évolue, on va dire, légèrement à la hausse en fonction de l'inflation pour faire simple. Alors, sur le tableau, on voit que les prix diminuent de rachat en fonction de la puissance. Après, lorsqu'on va être sur des installations d'une taille assez importante, eh ben, on va essayer d'aller se rapprocher au plus près des puissances de 100 kW crête ou 36 ou 9, bah, pour optimiser les investissements par rapport à la production. Voilà. Après, c'est l'optimisation. On évitera, par exemple, de faire une installation de 12 kW crête. Et au contraire, on va nous racheter beaucoup moins cher l'électricité et si possible d'aller tendre vers une installation qui se rapproche des 36. Et 36, c'est aussi le compteur Linky. Le compteur Linky aujourd'hui, on est sur du 36 kVA maxi et après, c'est plus du compteur Linky, c'est un autre compteur et on est sur des compteurs d'une taille plus importante. Il y a aussi des frais très importants à prendre en compte pour des grosses puissances. Très clairement, cette grille, elle implique des effets de seuil. C'est-à-dire que, comme le disait Thierry, aujourd'hui, faire une installation, par exemple, de 40 kg n'aurait absolument aucun sens. Il vaut mieux se limiter à 36 et bénéficier d'un tarif de rachat plus avantageux plutôt que d'aller chercher les 4 kilos supplémentaires et de faire chuter le prix de vente de l'ensemble de l'électricité qui sera produite. Euh, pour prendre un peu de recul par rapport à ce que je disais tout au début sur la baisse du prix des panneaux solaires, le prix des panneaux solaires, donc, comme je disais, depuis 2009, a été divisé par 4, sinon 5. Et dans le même temps, pour maintenir, on va dire, une attractivité plus ou moins
constante du photovoltaïque, le tarif de rachat a lui aussi baissé dans les mêmes proportions. Au démarrage du photovoltaïque en France, dans les années 2008-2009, l'électricité en revente totale était vendue à plus de 60 centimes le kilowattheure. Aujourd'hui, on est passé voilà, plutôt entre 10 et 20 suivant la puissance. Donc, ça a fortement baissé, mais avec des coûts de matériaux, de systèmes, de mise en œuvre qui ont eux aussi fortement chuté. Ce qu'on observe aujourd'hui sur la revente, qui était, on va dire, tout ce qui se faisait il y a quelques années, sur des installations de petite puissance, le marché est quasi inexistant. On a basculé vers l'autoconsommation parce que c'est plus judicieux. À l'inverse, dès qu'on est sur des puissances importantes, dans la gamme 936 et au-delà, là, très, très souvent, la revente est plus intéressante que l'autoconsommation, parce qu'on a des volumes d'électricité qui sont pas du tout les mêmes, parce que aussi quand on est grand consommateur, on achète l'électricité moins chère, et donc là, un intérêt, on va dire, économique plus important à aller vers la revente que vers l'autoconsommation. En dessous, j'ai donné à titre d'exemple ce que ça donnerait de la revente sur un 3 kg en Bourgogne, dans des conditions, on va dire, normales. 3 kg, avec 1000 heures d'ensoleillement, on produit environ 3000 kWh par an. À 18,14 centimes d'euros le kilowattheure, ça fait un revenu annuel de l'ordre de 544 euros par an, soit sur 20 ans, 10 884 euros. Si on met en face le coût de l'installation, on a un gain qui est faible et assez peu attractif aujourd'hui pour la revente. Et on a quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau autoconsommation, ce qui explique l'attrait pour l'autoconsommation aujourd'hui sur les petites puissances. Alors justement, voilà le cadre actuel pour l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation, là, on va revendre un coût fixe qui sera pas réévalué pour une durée de 20 ans également, qui va être de 10 centimes d'euros le kilowattheure jusqu'à 9 kilos et 6 centimes au-delà. Donc, chez du particulier, on va être souvent, enfin tout le temps en dessous de 9, c'est très rare d'aller au-delà. On va au-delà en général quand on est plutôt chez de l'industriel ou de l'agricole. À côté de ça, l'État, pour accentuer l'engouement pour l'autoconsommation, a mis en place ce qu'ils appellent une prime à l'investissement, qui est elle aussi fonction de la puissance. Donc, on a droit à 39 centimes du watt jusqu'à 3 kg, 29 centimes jusqu'à 9 kg, 16 centimes jusqu'à 36 et 8 centimes jusqu'à 100. Donc, voilà, j'ai donné l'exemple également pour un 3 kg en dessous. Donc, 3000 watts crête à 39 centimes, ça fait une prime de 1170 euros pour une installation de 3 kg qu'on n'a pas si on fait de la revente totale. Donc, cette prime, elle est versée sur 5 ans, un morceau tous les ans pendant 5 ans. La prime à l'intégration paysagère, j'en parlerai après. Voilà, la seule chose, donc, c'est que le 10 centimes, contrairement à la revente totale, lui n'est pas indexé, et donc ça sera le même pendant les 20 ans du contrat avec EDF. 10 centimes, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début, le prix du kilowattheure en consommation, donc plutôt de l'ordre de 20 centimes en France, beaucoup plus chez nos voisins européens, ce qui veut dire que l'électricité qu'on va vendre au surplus, celle qu'on aura produite mais qu'on n'aura pas réussi à consommer, on va la vendre moitié prix de ce qu'on la rachètera le soir ou dans les périodes où on n'arrivera pas à produire. Donc, on comprend aisément que même si on vend cette électricité, le but, c'est d'en avoir le moins possible et de chercher à optimiser l'autoconsommation en direct. Ce qui rend vraiment très important le dimensionnement de votre installation. Il ne s'agit pas de mettre des panneaux pour mettre des panneaux, mais il s'agit de mettre des panneaux de manière intelligente pour essayer d'être le plus en phase possible avec sa consommation et optimiser le taux d'autoconsommation. La prime à l'investissement qui est en dessous,
ce qu'on appelle la prime d'intégration paysagère. Donc ça, c'est une nouveauté qui est toute récente, ça date de fin d'année 2021. C'est pour répondre à des problématiques architecturales. Je vois qu'il y a eu une question sur le sujet, notamment dans les périmètres ABF. Donc ça, c'est à l'initiative des tuiliers principalement, qui ont développé des formes de tuiles solaires qui s'intègrent un peu mieux en toiture, en tout cas de manière plus harmonieuse avec les toitures tuiles. Donc, c'est des systèmes qui sont plus coûteux, sensiblement plus coûteux que des systèmes traditionnels avec des panneaux. Et donc, pour aider au développement de cette nouvelle filière et aider le particulier à supporter le surcoût, notamment dans les périmètres ABF, l'État a créé cette prime d'intégration paysagère auquel on a droit à partir du moment où on opte pour les systèmes tuiles solaires plutôt que panneaux. Donc là, on va vous répondre un petit peu à une question qu'on avait sur les architectes des bâtiments de France, Mm. l'ABF. Est-ce que l'ABF a son dernier mot concernant le droit d'installer des panneaux solaires, et notamment lorsqu'on prend en compte la situation énergétique de la France? Alors, Euh, je vais traiter la question hein, ouais. pendant qu'on y est. Donc, ça va dépendre en fait de où on se situe par rapport au bâtiment classé. Souvent, c'est qu'il y a un bâtiment classé. La règle en France, et pas spécifiquement pour les panneaux solaires, mais la règle générale, c'est si on est dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment, l'avis des ABF s'impose et on n'a pas le droit d'aller contre. Au-delà, c'est qu'une simple recommandation et c'est l'entité qui instruit le dossier qui a le pouvoir de décision. Donc, généralement, la mairie, sauf si elle a délégué l'instruction à quelqu'un d'autre. Donc, si on est à moins de 500 mètres d'un bâtiment classé et que les ABF ont dit non, c'est non. Euh, la tendance actuelle, c'est qu'effectivement, vu la situation énergétique française et la volonté de développer les énergies renouvelables, et en particulier le solaire, ils ont plutôt tendance à dire oui, mais. Et donc là, ils mettent des prescriptions. Les prescriptions, de plus en plus, c'est pour que ça s'intègre mieux à la toiture et que ça ne choque pas dans le paysage, ils imposent l'intégration au bâti, pas de surimposition. Et ils peuvent également, typiquement en Bourgogne, être amenés à imposer des panneaux ou des tuiles solaires de couleur rouge pour moins trancher avec la couleur de la tuile, contrairement aux panneaux noirs ou bleus si on est sur du polycristal. Les problématiques de raccordement au réseau. Donc, comme le disait Thierry tout à l'heure, on le gère avec du Linky tant qu'on est en dessous de 36 kVA. Au-delà de 36 kVA, on a des raccordements dédiés avec potentiellement des sujets de transformateurs. C'est-à-dire que quand on fait une demande de raccordement d'une installation photovoltaïque à Enedis, Enedis étudie la capacité autour de l'installation du réseau électrique à absorber et à redistribuer l'électricité produite. Il peut y avoir, dans certains cas, notamment sur les installations de grande puissance, la nécessité de renforcer le réseau, voire de remplacer un transformateur. Euh, donc avec des coûts associés. Alors, Globalement, oui. ces coûts sont pris en charge une partie par Enedis. Il y a des conventions qui sont faites. Il y a un coût qui est présenté, mais il y a aussi Enedis qui prend une partie de ces coûts, hein. C'est des choses qui sont votées par décret ministériel. Un point important, si on est sur une installation de plus de 36 kVA, lorsque vous recevez un devis d'un professionnel, de bien s'assurer que vous avez le montant de la pose des panneaux et aussi toute la partie derrière raccordement à l'installation. Et on a pu voir, malheureusement, j'ai pu voir passer des devis où il y avait que la partie panneau et l'entreprise se retrouvait avec la partie raccordement qui n'était pas prévue et qui peut représenter des coûts très élevés, notamment si le poste de transformateur et de transformation est éloigné. Donc, raisonnez bien, je dirais TTC en termes d'investissement, tous les équipements nécessaires pour faire le fonctionner ces panneaux. Donc sur cette problématique de raccordement, donc quand on est sur des installations de taille modeste, je fais du particulier, c'est un non-sujet. Euh, Notamment quand on fait de l'autoconsommation avec le Linky, le coût est nul, absolument nul. Si on fait de la revente totale, jusqu'à 18 kVA,
C'est ce qu'ils appellent, en gros, il y a un coût forfaitaire qui a été mis en place qui est de l'ordre de 2000 euros. Au-delà de 18 kVA, on s'expose à des coûts de raccordement. On va dire de 18 à 36, il y a peu de chances, vu qu'on est toujours sur de la basse tension, il y a peu de chances qu'il y ait des problématiques. Au-delà de 36, il peut y en avoir. Typiquement, pour une installation de 100 kg, on a souvent des problématiques de transfo. Le coût moyen, on va dire, c'est de l'ordre de 15 000 euros. Si on est sur une installation agricole, isolée, loin du réseau, etc., on peut avoir des enveloppes qui grimpent à 30 voire 50 000 euros sans problème, ce qui peut être de nature à remettre en cause la pertinence du projet. Donc, c'est effectivement un sujet très important sur lequel l'État également prend sa part, comme le dit Thierry, avec une prise en charge qui était jusqu'alors de 40% et qui vient d'être votée à 60% récemment, donc avec un reste à charge plus faible qu'auparavant pour le porteur de projet. Hop. Donc ça, c'était pour tout ce qui est, on va dire, au démarrage du projet, le coût d'investissement. Après, je voulais vous parler un peu des coûts de fonctionnement d'une installation photovoltaïque. Qu'est-ce qu'il y a comme charge à supporter une fois qu'on vend notre électricité pendant les 20 ans ou qu'on en bénéficie? Alors, la TURP, c'est un gros mot qui veut dire tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Quand donc vous devenez, que vous soyez en autoconsommation ou en revente totale, vous devenez un producteur d'électricité qui va vendre de l'électricité, comme je le disais, à EDF-OA. Donc c'est la filiale d'EDF dont la seule mission est de racheter cette électricité. Pour ce faire, vous utilisez le réseau public qui n'appartient pas à EDF, mais à Enedis. Et donc Enedis vous facture l'utilisation du réseau public d'électricité. Ce coût est fonction de la puissance et fonction de l'usage si on est en revente totale ou en autoconsommation. Sur des petites puissances, c'est quelque chose qui est relativement faible, une trentaine d'euros. Par contre, sur des grosses installations, typiquement un 100 kg, c'est de l'ordre de 700 euros par an. Assurance, souvent la question. Alors sur l'agricole, c'est un sujet. Pour du particulier. Et la problématique est la même chez tout le monde. Ce qui est important, surtout, c'est de déclarer ses panneaux solaires à son assurance, qu'on soit professionnel ou particulier. Ça n'induit pas nécessairement de surprime. C'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, chez un particulier ou même chez un agriculteur, vous dites je vais mettre des panneaux solaires sur le toit. Ça ne veut pas dire que vous allez payer plus cher. Par contre, si vous ne le faites pas et qu'un jour il y a un problème, là, l'assurance ne fonctionnera pas. Donc, il est absolument indispensable de déclarer toute installation photovoltaïque à son assureur. Perte d'exploitation, je voulais en parler, c'est de moins en moins courant, et ça s'est fait beaucoup et ça se fait encore dans des grosses installations en revente. Ça consiste à souscrire une assurance facultative pour se couvrir en cas de défaillance de l'installation. Aujourd'hui, la plupart des installations sont monitorées avec des systèmes d'alerte en cas de problème, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas, on va dire, quelques années en arrière. Et en cas de problème, par exemple, une installation qui disjoncte, si on ne s'en rend pas compte, eh ben, on peut perdre euh, de la production électrique et donc les revenus associés, ce qui peut être très préjudiciable si ça dure un peu dans le temps. J'ai eu le cas d'une mairie qui avait fait une installation il y a longtemps, qui est restée pendant 6 mois avec une installation à l'arrêt et donc qui a perdu 6 mois de revenus. Pour se prémunir de ces risques, voilà, il y a la possibilité de souscrire auprès des assurances perte d'exploitation qui couvrent les revenus dans le cas voilà, où ça arrive ou si par exemple il y a un onduleur qui crame, quelque chose. Toute perte liée à une défaillance de l'installation. Ces assurances sont relativement onéreuses. Aujourd'hui, avec les solutions de monitoring qui sont prévues de base dans tous les onduleurs, en tout cas l'immense majorité, et puis le choix de marques, de bonnes marques avec un SAV performant, ça enlève une grande partie de l'intérêt de ces assurances qui sont, comme je disais, assez coûteuses.
Et enfin, l'aspect maintenance. Donc, qu'est-ce qu'il y a à prévoir en termes de maintenance sur l'installation? Au niveau des panneaux, pour ainsi dire, rien. Un contrôle visuel suffit amplement, s'assurer que, voilà, qu'il n'y ait pas de casse. Là où il y a un sujet, c'est sur le nettoyage. Comme je le disais au début, l'installation est très sensible aux, aux ombrages. Donc, si par exemple vous avez des feuilles qui stagnent sur une partie de l'installation, ou des fientes de pigeons, des choses comme ça peut être de nature à polluer, à impacter la production et donc il convient de nettoyer. La fréquence de nettoyage dépendra beaucoup de l'environnement. Si on est dans un environnement agricole avec beaucoup de poussière pendant les périodes de moisson, etc., il ne faut pas nécessairement nettoyer tous les ans, mais un nettoyage, on va dire, tous les 3-4 ans, et c'est pas mal. Chez du particulier, et si on le fait une fois tous les 10 ans, dans la grande majorité des cas, ça suffit largement. Là où il y a un sujet plus régulier, c'est sur la partie électrique, où ce qui est recommandé, c'est un passage on va dire, une fois par an de l'électricien pour contrôler l'onduleur et surtout les câblages, s'assurer qu'il n'y ait pas de point de chauffe dans les câblages. L'onduleur, en général, il est monitoré et du coup, s'il y a un problème, on le sait, mais c'est plutôt de s'assurer qu'on ne voit pas de point de chauffe dans tout le circuit électrique. Alors, vous parlez aussi d'encombrement, quoi, que la toiture peut être des ombrages. Dans certaines régions quoi, certaines parties de notre région, on peut aussi penser à la neige, au givre, donc qui vont bloquer la production d'énergie sur certains jours. Mm, mm, mm. On a eu les pluies du Sahara aussi récemment qui ont pas mal impacté les productions pendant quelques jours. Et est-ce que le givre, est-ce qu'on peut avoir du givre ou est-ce qu'on peut intervenir sur ces panneaux? Oui, oui, bah oui, parce que ça réverbère une partie du rayonnement. Après, euh, comme je le disais, les panneaux en fonctionnement dégagent un petit peu de chaleur et donc en fait permettent de faire disparaître le givre assez rapidement. Donc là, on a parlé investissement, on a parlé coût d'entretien pendant le fonctionnement de l'installation. Je voulais vous parler également de la durée de vie un peu des produits et qu'est-ce qui se passe en fin de vie. Les contrats donc, sont aussi bien en vente totale qu'en autoconsommation sont signés pour 20 ans. Donc, on raisonne souvent sur une durée de 20 ans, même si en réalité, on peut se projeter bien au-delà. Si je prends l'exemple des panneaux, aujourd'hui, les panneaux, la garantie standard, quels que soient les fabricants, quelle que soit l'origine du fabricant, on a des garanties de rendement standard à 25 ans où le fabricant va garantir que le panneau produira entre 80 et 85% de sa puissance de départ la 25e année, ce qui est quand même pas mal du tout. Là, j'ai donné l'exemple de la courbe chez Trina, qui est un fabricant asiatique, un des leaders sur le marché. Qu'est-ce qui explique cette baisse de rendement? C'est le fait que, sous l'effet du vent, principalement, le panneau va se déformer et qu'il y a des micro-fissures qui vont apparaître dans le silicium qui vont causer cette perte de rendement. Il y a des panneaux avec des architectures produits plus solides qui permettent d'avoir des garanties de rendement meilleures et plus longues. En particulier les panneaux dits biverts qui sont renforcés avec une deuxième couche de verre sur leur face arrière qui n'existe pas sur les panneaux standards, qui le rend moins sensible aux déformations et où là on a des garanties à 30 ans avec de l'ordre de 87% la 30e année. Les durées de vie annoncées, donc là c'est un peu tôt pour en parler sereinement, mais les fabricants communiquent sur des durées de vie 40-50 ans. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Là-dessus, il y a beaucoup de fantasmes et de contre-vérités. Il y a une filière de recyclage qui existe au niveau européen qui s'appelle PV Cycle, avec des points de collecte répartis un peu partout sur le territoire. Je vois par exemple dans Lyon, on a un point de collecte qui se situe à Troyes, donc, dans l'Aube juste à côté.
qui collectent des panneaux solaires usagés et qui les désassemblent pour les recycler, en sachant que ben, voilà, c'est du verre, du silicium et un cadre en aluminium. Donc, en soi, c'est pas très compliqué à recycler. Alors concrètement, je peux donner quelques chiffres, hein. PV Cycle, c'est une unité qui est installée à Rousset dans les Bouches-du-Rhône. C'est géré par Veolia. Ils peuvent gérer jusqu'à 4000 tonnes par an. Et en 2017, ils ont géré 2 tonnes, 2450 tonnes avec un taux de valorisation de plus de 90%. Voilà, ça c'est une usine qui existe déjà en France, hein. C'est pas du virtuel, l'usine existe déjà et on sait faire. Euh, Au niveau des onduleurs, on va dire c'est le point faible dans une installation électrique. Là, la durée de vie va être très dépendante du système mis en œuvre. Le système le plus courant, le système classique, le plus ancien, c'est des onduleurs dits centraux. Donc, comme je le disais tout au début, on a des boucles de panneaux qui sont branchées en série. Ces boucles vont sur un ou plusieurs onduleurs centraux qui font la conversion à CDC. Ça, c'est des systèmes qui sont couramment garantis 5 à 7 ans avec des durées de vie de 10 à 15 ans. Donc, sur une durée de si on se projette sur 20 ans, il faut savoir que à mi-parcours, il faudra prévoir le remplacement des onduleurs, ce qui n'est pas non plus le composant le plus coûteux dans l'installation. C'est relativement faible en proportion par rapport au panneau. Ces durées de vie sont allongées si on va vers des systèmes plus sophistiqués avec optimiseurs qui permettent de gérer les ombrages, voire de micro-onduleurs, où là on miniaturise la conversion en courant continu, courant alternatif à l'échelle du panneau ou de deux panneaux, ce qui présente l'intérêt d'avoir comme je l'évoquais, des plages de tension qui soient beaucoup plus faibles et du coup des composants qui souffrent moins et qui durent plus longtemps. Typiquement, des micro-onduleurs, aujourd'hui, on est garantie standard à 25 ans. Donc là, on sait que pendant 20 ans, on est tranquille. Alors, les questions à se poser pour se lancer dans un projet PV. Donc là, on va faire un peu la synthèse de tout ce qu'on s'est dit. Définir les objectifs. Autoconsommation pour réduction de facture. Euh, Pourquoi c'est important? Bah, comme je le disais par exemple au début, si on est dans une logique d'autoconsommation ou de revente, ça ne va pas forcément être la même taille d'installation ni la même orientation. Est-ce que ça a du sens de se mettre au sud? Est-ce que je vais privilégier l'ouest, l'est? Ça va dépendre de ce que je cherche à faire. Objectif de fonction, objectif architectural. Il y a des gens, par exemple, qui vont être sensibles à l'intégration pour des questions esthétiques, qui vont y être obligés par rapport aux ABF, qui vont vouloir des panneaux full black qu'on verra le moins possible, avec des finitions tout noires. Est-ce qu'on est dans une logique économique, auquel cas on va chercher à minimiser le temps de retour sur investissement. Donc, on va aller plutôt sur de la surimposition, des panneaux avec des cadres aluminium ou enfin, voilà. Description du site pour le photovoltaïque. Et voilà. Orientation, ombrage, type d'intégration souhaité, ce qu'on a déjà évoqué. Règlement d'urbanisme PLU. Donc, il y a effectivement dans les contraintes d'urbanisme, il n'y a pas que les ABF. Il peut aussi y avoir des règlements locaux, typiquement des PLU, qui vont imposer que les panneaux soient posés de manière non visible depuis la rue ou avec telle ou telle contrainte de couleur, par exemple, obligatoirement des panneaux monocristallins. Voilà, c'est des choses typiquement qui existent, qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, sur le règlement d'urbanisme, on avait une question. Pose de panneaux, est-ce qu'il faut une demande, une déclaration préalable ou un permis de construire? Alors, déjà, il y a obligatoirement une demande. Ça, c'est bon de le rappeler parce que ça peut arriver que des installations se fassent sans déclaration. Dès lors, rappel, dès lors qu'on modifie l'aspect extérieur d'une construction, on a obligation de faire une demande. Euh, Si on est sur une construction neuve,
un hangar agricole photovoltaïque, là, on serait évidemment sur un permis. Si on met des panneaux solaires en surimposition chez un particulier, une construction existante, on sera simplement sur une déclaration préalable de travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour la demande de raccordement auprès d'Enedis, Enedis, pour instruire le dossier, pour commencer à instruire le dossier, va demander un certain nombre de pièces et notamment l'autorisation d'urbanisme. Donc, sans autorisation d'urbanisme, on ne peut même pas entamer la démarche de demander le raccordement. Donc, c'est vraiment la première étape et elle est indispensable puisqu'il faut fournir la preuve de l'accord d'urbanisme pour avancer dans le projet. Installation, donc surface mètre carré, puissance, production possible. Donc tout ça, c'est des choses qu'on étudie, qui se calculent assez finement et incroyablement précisément une fois qu'on a défini les objectifs plus haut. Trouver un installateur. Alors ça, oui, c'est un point important. Assurance décennale sur le produit proposé, qualification et habilitation du personnel. Donc il y a des labels qualité qui existent aujourd'hui. Donc les trois organismes qui délivrent les qualifications. QualiPV, c'est un organisme dédié à tout ce qui est énergie renouvelable, qui est un peu la référence dans le photovoltaïque, parce que c'était le premier. Qualifelec, qui s'adresse plutôt aux électriciens, qui délivre d'autres qualifications électriques. Et Qualibat, qui s'adresse plutôt aux entreprises du bâtiment. Les trois ayant absolument la même valeur. Pour faire de la revente totale ou de la revente du surplus, il est absolument indispensable, ça fait partie des pièces à fournir à EDF obligation d'achat, de fournir une attestation sur l'honneur par un installateur ayant le label RGE photovoltaïque, comme quoi l'installation a été réalisée dans les règles de l'art. Ce qui veut dire qu'un particulier qui se fait une installation soi-même ne pourra pas fournir cette attestation et ne pourra pas bénéficier du rachat du surplus. Vous avez cité les trois labels QualiPV, QualiFelec, Qualibat. On voit passer une question Calisol. On est d'accord que Calisol, c'est pour le solaire thermique, c'est pour l'eau chaude. Donc le Calisol ne permettra pas un raccordement d'une installation photovoltaïque. C'est ça. Calisol, en fait, c'est un des labels de l'organisme Calit ENR qui délivre notamment CaliPV, Calisol, Calibois, etc. Et le PV étant celui dédié au photovoltaïque. Et donc, vous avez un site internet qui s'appelle francerénov.gouv.fr. Et là, vous tapez la commune où vous êtes installé. Vous avez le choix dans un rayon de 20 km et ça va vous afficher les entreprises qui sont RGE. S'il y a dans un rayon de 20 km, il n'y a pas de professionnel, ben vous vous déplacez dans votre département pour trouver un professionnel. Je vais prendre le cas de Lyon. Aujourd'hui, dans Lyon, vous êtes, je crois, 8-9 installateurs, grosso modo. C'est des choses qui évoluent en fonction des différents labels et qualifications. Donc, un seul annuaire, l'annuaire francerénov.gouv.fr. Alors, réaliser une installation. Analyse de la faisabilité technique, donc potentiel solaire, les contraintes du site, estimer le taux d'autoconsommation. Potentiel solaire, effectivement, il faut voir déjà si ça présente un intérêt. Est-ce qu'on n'est pas orienté au nord? Est-ce qu'on n'a pas des arbres tout autour? Toutes ces questions-là qu'il faut se poser avant de se dire je vais mettre des panneaux pour mettre des panneaux. Ça passe aussi par l'étude de la structure, notamment quand on est sur l'existant. Il ne faut pas négliger le fait qu'on rajoute du poids. Donc sur une installation, on va dire, particulier, c'est pas une grosse contrainte. Si par exemple on est sur un hangar existant, c'est un vrai sujet. Typiquement sur du hangar agricole, la construction métallique, souvent les constructeurs dimensionnent la charpente au plus juste. Si vous avez un bac acier, il n'est pas dit que vous puissiez rajouter des panneaux solaires sur le bac acier sans renforcer la charpente. Choix du matériel, installation électrique, panneaux photovoltaïques, onduleurs. L'onduleur, alors au niveau des panneaux, j'évoquais, il peut y avoir des paramètres de choix esthétiques. Est-ce que je veux des panneaux bleus, noirs, avec un cadre noir, avec un cadre alu, ce genre de questions-là. Des critères de choix plus techniques.
Est-ce que je vais sur du panneau standard? Est-ce que je veux aller sur du bivert pour avoir une durée de vie et des garanties meilleures, avec un surcoût évidemment? Aujourd'hui, on a des panneaux aussi, j'en ai pas parlé, bifaciaux, qui produisent également sur leur face arrière, ce qui présente assez peu d'intérêt en toiture, mais qui est par exemple très utilisé au sol, où on utilise la capacité de réverbération, notamment de l'herbe, pour optimiser la production et produire de l'électricité avec la face arrière du panneau solaire. Au niveau de l'onduleur, là, il y a beaucoup plus de questions à se poser. Soit on est sur un cas simple, sans ombrage, auquel cas le système classique avec des onduleurs centraux est le meilleur rapport qualité-prix. Même s'il a une durée de vie relativement courte, il est beaucoup plus accessible. Et même en intégrant le coût de remplacement, ça restera le plus intéressant économiquement. Ou alors, on a les solutions avec optimiseur que j'ai présenté au début, voire de micro-onduleurs qui vont croissantes en durée de vie et en prix. L'intérêt de ces systèmes, au-delà de la durée de vie, ça va être aussi un monitoring plus fin. Comme je le disais, aujourd'hui, la plupart des onduleurs ont des solutions de monitoring où on peut suivre la production. Par défaut, on va suivre la production au niveau de l'onduleur. Si on est chez un particulier, une installation de 15-30 mètres carrés, on va avoir un onduleur. Donc, on va uniquement suivre la production au niveau de l'onduleur, au total de l'installation. Si on y ajoute des optimiseurs de puissance ou qu'on passe à une solution micro-onduleur, on va pouvoir suivre la production au niveau soit de l'optimiseur, soit du micro-onduleur. Donc, c'est-à-dire panneau par panneau. Si dans 10 ans, il y a un problème sur l'installation, pour identifier la panne sur une installation classique, on sera obligé de tester panneau par panneau pour trouver d'où vient le problème. Si on est sur une installation avec optimiseur ou micro-onduleur, via le système de monitoring, on saura tout de suite d'où ça vient. Batterie, stockage virtuel et autres accessoires. Donc là, c'est plutôt sur des considérations, on va dire, économiques. Donc là, ça se simule. Le stockage virtuel, comme je le disais, c'est quelque chose qui tend à se développer. Aujourd'hui, le principal frein, c'est le fait qu'aucun des majors de l'énergie ne propose ce système. C'est quelque chose qu'on trouve ni chez EDF, ni chez Engie, ni chez Total, ni chez Direct Energy, pour en citer que. C'est des options qui sont proposées par des fournisseurs dits alternatifs qui surfent sur l'électricité verte. Donc voilà, c'est un gros frein au développement de ce système pour l'instant. Ça nécessite de changer d'opérateur et d'aller vers ces opérateurs alternatifs. Règles de conception et de mise en œuvre, ça j'en ai parlé. Sécurité incendie, c'est une problématique sur, on va dire, les bâtiments publics, sur les marchés publics, sur les ERP. Là, il y a des grosses problématiques qu'on n'a pas forcément ailleurs. Alors, on avait une question justement sur la sécurité incendie. Évidemment, lorsqu'il y a un incendie sur une installation où il y a des panneaux photovoltaïques, les pompiers interviennent quand même, mais ils prennent des dispositions. Des fois, on entend dire qu'ils n'interviennent pas. S'ils peuvent, ils vont intervenir, mais il y a des dispositions particulières à prendre en compte. Et en fonction de l'installation, comme l'a dit Johan, il y a des règles, et notamment les pompiers ont à disposition maintenant des guides sur les interventions pour du photovoltaïque. Il y a une réglementation qui date même de février 2013. Donc il y a des choses qui sont bien entendu prises en compte pour la sécurité incendie. Pour faire un petit topo sur ce point, euh, d'où l'importance de déclarer son installation. En cas d'incendie, imaginons qu'il y a un gros brasier, il faut qu'avant même d'intervenir, les pompiers sachent qu'il y a des panneaux solaires et un outil de production photovoltaïque, de manière à ce que dès qu'ils arrivent sur le site, ils le coupent au niveau, soit en amont sur le réseau, soit au niveau de l'onduleur. Ce qui permet déjà de couper la production en aval. Pour autant, les panneaux solaires sur le toit, eux, vont continuer de délivrer du courant continu. Quand on va couper l'onduleur, on va ouvrir la boucle, la production va s'arrêter. Par contre, si on s'amuse à refermer la boucle avec un jet d'eau, par exemple,
Et ben là, on crée un arc électrique. Donc, dans les précautions de mise en œuvre sur des installations, enfin, d'intervention sur des installations photovoltaïques, les lances à eau sont évidemment proscrites. Ils interviennent, donc là, ils sont formés pour intervenir avec notamment de la mousse. Et puis, il y a tout un panel voilà, de consignes pour intervenir sur ce genre d'installation. Démarche administrative, on en a parlé. Demande de raccordement, je vais faire un petit laïus là-dessus aussi. Euh, les demandes de raccordement sont faites auprès d'Enedis. Enedis, c'est une grosse machine, c'est des démarches qui peuvent être extrêmement longues. Parfois, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Enfin, c'est assez compliqué. Pas mal d'informations à fournir, notamment électriques. Et c'est pour cette raison que souvent, c'est l'installateur qui s'en charge et qui refacture un coût à son client. Ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est que compte tenu des délais, c'est quelque chose qu'il faut initier le plus tôt possible dans le déroulement du projet. Dans ce que j'appellerais les éco-délinquants, les sociétés qui démarchent par téléphone, qui, pour faire de la pose de photovoltaïque, en particulier chez les particuliers. Si on vous promet qu'on viendra vous installer des panneaux solaires la semaine prochaine, il faut avoir en tête que vous n'aurez pas le droit de mettre en service l'installation tant que cette démarche de raccordement ne sera pas lancée et aboutie. C'est-à-dire que c'est Enedis qui, à la fin du processus, donne son accord pour la mise en service d'une installation photovoltaïque. Tant que toutes les cases ne sont pas cochées, interdiction formelle d'appuyer sur le bouton on. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre d'installations où les panneaux sont sur le toit, les installations ont été posées, payées, mais elles ne sont pas forcément raccordées ou en service parce que ces démarches-là n'ont pas été faites et parfois ne seront jamais faites. Donc, bien avoir à l'esprit qu'il faut commencer par ça. Et une fois que tous les voyants sont au vert, bah là, on peut sereinement envisager la pose de l'installation pour la mise en service dans la foulée. Pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Euh, Ça permet aussi, notamment sur les grosses installations, de savoir où on va, parce que c'est Enedis qui va définir le coût du raccordement, notamment la nécessité ou non de changer un transfo si on est sur une grosse installation en revente. Donc en général, typiquement sur du hangar agricole, ce qui se passe, c'est que l'installateur fait son devis, met un gros point d'interrogation sur le coût du raccordement. On initie la démarche de raccordement et une fois que l'agriculteur sait pour combien il en a précisément de son raccordement, s'il en a pour 5 000, 15 000 ou 50 000, là, une fois qu'il a toutes les billes en main, il peut revoir la rentabilité de son installation et dire OK, on y va ou OK, on n'y va pas. Bon, c'est ce que je viens de dire en image. Euh, Mon toit, combien ça coûte, combien ça rapporte. Donc ça, c'est typiquement les questions qu'on se pose quand on est en revente totale. Quand on est en autoconsommation, il y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de mire. C'est aussi un moyen de valoriser son patrimoine, de faire un geste pour la planète. Enfin, il peut y avoir d'autres problématiques que les problématiques purement économiques. Vendre ma production ou consommer mon électricité. Donc ça, c'est souvent lié, comme je le disais, à la taille de l'installation. Mes démarches, choisir mon installateur, obtenir un devis. Donc là, en veillant, comme le soulignait Thierry, à choisir un installateur qui est le label, sans quoi on risque d'être vite bloqué dans les démarches. Et enfin, mise en service. Donc mise en service qui peut s'opérer une fois que toutes les cases ont été cochées, notamment le label RGE. Exploitation, facturation, qui s'effectue à un rythme annuel ou semestriel pour les installations de grosse puissance. Et donc, en général, 1 an ou 6 mois après la mise en service. Et ben voilà,
Je crois qu'on a fait le tour. Quelques sources d'informations. Alors, ESPUL, c'est l'organisme qui fait référence dans le photovoltaïque. Photovoltaïque.info, c'est le site où vous retrouverez toutes les réponses à toutes les questions que vous pourriez éventuellement vous poser sur le solaire. AutoCal Sol, c'est un logiciel de calcul qui a été développé par l'Institut national de l'énergie solaire, qui est accessible gratuitement en ligne, qui permet de faire pas mal de simulations. Alors, toutes les fonctions ne sont pas accessibles aux particuliers, mais ça permet déjà de pas mal appréhender, de faire une simulation en rentrant ses coordonnées GPS, son orientation, sa pente, son profil de consommation et d'appréhender un peu son taux d'autoconsommation. C'est un outil extrêmement puissant que moi-même j'utilise à titre professionnel. Et enfin, AFCB Solaire, donc, qui est l'association regroupant les professionnels du solaire, une association regroupant les professionnels du solaire sur la région Bourgogne-Franche-Comté, pour ceux qui souhaiteraient être mis en contact avec un installateur près de chez eux. Eh ben, Je vais laisser. merci. Merci Johan pour votre intervention. Alors, on a eu pas mal de questions. On va essayer de. Il est déjà 19h, ça fait 1h trois quarts qu'on est ensemble. Donc, on va essayer de reprendre les principales questions avec Sophie qui nous ont été posées, sachant que certains, vous les avez abordés dans votre présentation. Par rapport au courant, ce n'est pas EDF qui coupe le courant, mais c'est bien Enedis, celui qui est gestionnaire du réseau, qui coupe le courant. EDF, Engie ou Total Energy, ce sont les fournisseurs, c'est à qui on paye notre facture. Mais celui qui s'occupe de la gestion du réseau, c'est Enedis. Voilà. On a beaucoup parlé de tout ce qui était revente ou autoconsommation. Je rebalaye les questions. Et là, je vais regarder dans le chat tout ce que vous avez été beaucoup à réagir. Alors, je remonte tout en haut. À moins que tu... Vas-y, Sophie. Pardon. On a également une question sur une appli, s'il existait une appli sur les gisements solaires pour avoir un peu une idée. Est-ce que ça existe? Oui, alors il y a AutoCal Sol, donc, comme je disais, qui permet d'estimer son potentiel solaire partout en France, et de calculer même un potentiel d'autoconsommation. Ça repose sur un outil qui s'appelle PVGIS, qui est lui aussi accessible en ligne. C'est PVGIS. Il faut taper PVGIS Tool dans Google pour arriver dessus. C'est extrêmement simple. Faut juste rentrer son adresse, son orientation, sa pente, et puis on a son potentiel de production solaire. Et c'est extrêmement fiable. J'en ai pas parlé, mais dans certaines zones, on assiste au déploiement de ce qu'on appelle de cadastres solaires. Donc, c'est des outils qui reposent sur ces calculs-là et qui sont mis en avant par les collectivités. Je vois par exemple la ville d'Auxerre l'a mis en place sur toute l'agglomération. Dans Lyon, il y a une réflexion en ce moment en Oui, cours sur on peut l'annoncer. tout département. Ouais. Il y a un cadastre solaire qui est mis sur l'ensemble de l'agglomération de l'Auxerrois. Et il y a un projet de cadastre solaire à l'échelle du département qui serait porté par le syndicat d'électricité. Je dirais, c'est dans les tuyaux, mais voilà. Là, moi, je vais parler localement de mon département, quoi, de notre département avec Johan sur Lyon. Mais il y a des outils qui sont en train de se mettre en place localement. Mais c'est surtout des outils de sensibilisation, de prise de conscience. Faut pas, on a fait des simulations avec Johan sur des bâtiments. Après, ça nécessite vraiment de faire appel à un professionnel et d'aller sur le terrain. C'est du cas par cas parce qu'il y a des impacts, quoi. Il y a des objets masquants, il y a des règles de sécurité, il y a des distances par rapport entre les ouvrants et les panneaux. Il y a il y a vraiment l'importance de faire appel à un professionnel qui se déplace sur place. Surtout, ne faites pas appel à des professionnels qui vous faire un devis sur Internet ou par téléphone. Alors, j'ai vu passer une ou deux questions. Est-ce que, chambre de métier, on peut vous accompagner sur
sur des installations, vous pouvez nous contacter dans chaque département et vous aurez mon mail et après moi je redispatcherai en fonction des départements. Mais on peut aussi vous accompagner dans vos démarches ou éventuellement regarder sur des devis s'il y a toutes les mentions ou s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait. Nous, on ne va pas vous juger sur si c'est élevé ou pas assez élevé, ou quoi, trop cher ou pas sur le prix des installations, mais de bien vérifier avec vous les différents aspects. Oui, Sophie? Allô? Non, ça va très bien, tout va bien. C'est bon. Voilà. Est-ce que parmi toutes les questions, Sophie, tu vois des choses qu'on n'a pas étudiées ou que Johan n'a pas traitées? Oui, peut-être une question d'actualité qui peut quand même être intéressante. Concernant les tarifs de rachat actuellement, sont-ils en hausse ou en baisse? Peut-être, est-ce que vous avez une idée? Et également, la suite de la question, est-il possible de renégocier le contrat si les changements sont significatifs? Alors, les tarifs jusqu'à présent ont toujours été en baisse à chaque trimestre pour des raisons que j'ai évoquées de baisse de coût des installations. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est parti d'une situation de marché il y a une dizaine d'années où EDF rachetait l'électricité à 60 centimes pour la revendre derrière à 10 centimes. Donc aujourd'hui, il la rachète beaucoup moins cher et il la revendent mieux. Mais fait nouveau, sur le dernier trimestre, on a assisté à un rebond des prix d'achat. C'est-à-dire que là, en fait, on a entre guillemets touché le fond. On est arrivé au niveau le plus bas auquel on pouvait racheter l'électricité photovoltaïque et ça a été revalorisé. Et il y a des chances qu'avec l'inflation galopante, que ce tarif continue d'augmenter sur les trimestres à venir. On a même assisté à des projets où les porteurs de projets ont décalé d'un mois ou deux la réalisation de l'installation pour bénéficier d'un tarif d'achat plus intéressant. Après, quant à la possibilité de renégocier son contrat, jusqu'à présent, on va dire, vu que les tarifs étaient continuellement à la baisse, ça présentait aucun intérêt. Sur l'avenir, j'en sais rien. On avait aussi une question, la présentation, elle vous sera envoyée en téléchargement lundi. Je l'ai programmée pour lundi. Vous recevrez un lien pour aller télécharger la présentation de Johan. Et donc, notamment, vous retrouverez les adresses de liens qui vous sont données dans les dernières diapos pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le photovoltaïque ou avoir les outils de simulation. Voilà. Je pense qu'on a répondu à beaucoup de questions. Si jamais il y a des choses qui restent en suspens, n'hésitez pas à nous recontacter. Vous utilisez le mail sur lequel vous avez reçu les inscriptions. Et puis après, moi, avec mes collègues au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, je redispatcherai et où ce sera un conseiller local qui vous recontactera ou moi. On peut aussi on travaille aussi en équipe, en binôme sur ces dossiers. Voilà. Johan, je voulais vous remercier pour votre intervention. Merci pour la qualité de la présentation, de la préparation. Et voilà, merci beaucoup. Un plaisir. Voilà, je te laisse le mot de la conclusion, Sophie. Oui, bien sûr. Déjà tout dit, mais en tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Vous recevrez le lien début de semaine prochaine pour un complément d'information. N'hésitez pas à nous recontacter. Passez une très bonne soirée. Au revoir.